il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes qui ont été dites. Donc moi, je vais rajouter, plutôt compléter 3 points en fait, que vous avez dit, simplement pour les préciser. Quand François a dit que les gens sont prêts à sortir de l'Union européenne, est-ce que c'est pas aussi une question de comment on pose la question? C'est-à-dire, si par exemple on a un référendum qui dit on ne veut pas privatiser les aéroports, si on dit qu'on ne veut pas fermer les maternités, on veut avoir des services publics nationaux, on obtient ça et qu'après l'Union, pour l'exemple des maternités, si on dit par exemple on veut mettre tout le budget dans la maternité sans que ça soit compté dans le déficit, et qu'après l'Union européenne nous dit choisissez entre ça et rester dans l'Union européenne en gros, je pense que si la question est posée dans ce sens-là, on aura une grande majorité qui pourra aller jusqu'au bout. Si c'est posé de cette manière-là, d'où l'importance, nous, pour notre collectif, aussi bien de défendre la sortie de l'Union européenne, l'idée que ce n'est pas un tabou, et l'idée aussi de dire que sur la rhétorique, on peut présenter par exemple sous la forme d'une alternative, et donc vous l'avoir votre volonté. Donc, est-ce que si on est de cette manière-là, est-ce qu'il y a toujours un blocage? En tout cas, et c'est aussi une question de classe. Ça dépend aussi qui répond. Ensuite, ce qui a été dit, j'insiste, ce que vous avez dit, c'est vraiment extrêmement intéressant sur la question de ce que c'est qu'être européen. Et donc, ce qu'a précisé Judith, donc, quand on parle des bourgeois, c'est pas seulement la bourgeoisie commerçante, même si on peut encore partie, c'est aussi les professeurs, donc en somme, c'est aussi les universitaires, c'est aussi les intellectuels, c'est-à-dire toutes les personnes pour lesquelles se dire européen, c'est se mettre dans une position de supériorité par rapport au peuple, et c'est ce privilège symbolique et culturel qu'il faut aussi parler. Et ce qu'a dit Judith aussi sur un pensée raciste, que l'Union européenne c'est extrêmement important. Le petit point complément que je mettrais, c'est qu'en fait, si ça serait visé à la blanchité, on ne comprendrait pas pourquoi la Russie est exclue de l'Europe. Donc peut-être que dans l'européanité, il y a le cumul de plusieurs choses. Une dimension raciste, une dimension classiste, une dimension intellectuelle. Et il me semble que dans le sentiment d'européanité, sans comprendre chose, on va trouver des choses extrêmement profondes. Et donc voilà, pourquoi est-ce qu'on exclut la Russie? C'est seulement la blanchité et la qualité. Et enfin, dernier point, et ça rejoint ce que vous avez dit à la fin, c'est-à-dire sur l'inter-nationalisme. Et en fait, la question que je voulais poser à François et Judith, c'est est-ce que on peut se revendiquer du souverainisme, étant donné que nous, ce qu'on a constaté au sein du collectif citoyen souverain, quand on s'est revendiqué du souverainisme, c'est qu'il y a énormément de gens qui se ferment, malheureusement, avec une connotation différente de ce que nous défendions. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui le souverainisme veut dire automatiquement avoir un problème avec l'immigration. Alors pour nous, le problème, c'est la libre circulation des marchandises et des capitaux de passer avec les personnes. Il y a des gens pour qui le souverainisme, c'est avoir des problèmes avec les libertés individuelles, ce qui explique que du coup, on se retrouve avec des fois des personnes qui ont des bonnes raisons de préférer l'Europe, parce qu'ils disent que l'Europe, ça va nous protéger au niveau des droits individuels. Alors évidemment, la réponse à leur faire, c'est de dire, plutôt que de s'en référer à l'Europe, qui est une entité abstraite et qui n'a aucun pouvoir, c'est pour l'échelle nationale, à l'échelle populaire, qu'on devrait se battre pour les droits individuels. Mais s'il n'y a pas des bonnes raisons dans le fait que le souverainisme a été déployé, et comment y répondre, et c'est-à-dire comment se revendiquer d'une souveraineté nationale et populaire qui ne soit pas celle qu'on entend actuellement, et qui soit justement précisément dans un sens inclusif, antiraciste, et qui ne soit pas la caricature de mon commissaire Sauvé. Alors, pour les questions, on va commencer par le monsieur. Bonjour. Pour Todd, on vient que c'est un champ de bataille économique. L'Europe, c'est un paradoxe. On fait une union, mais en fait, c'est la désunion économique. Pour ce qu'il explique très bien. Je voulais juste dire que l'élément que les USA sont quand même derrière le projet européen, peut-être avec l'idée de casser les nations européennes, suite à deux guerres. Il faudrait peut-être un peu plus en parler, qui sont derrière, et que eux, ça les arrange bien, que ce soit la désunion économique et de casser ce souverainisme des nations. Ensuite, par rapport à la blanchité, moi je trouve que c'est un parisianisme. J'habite en Corse depuis 22 ans, et je ne comprends pas cette rédemption blanche. Il y a des immigrations depuis très longtemps en Europe, on est mixte. Ça arrive. Les rapports économiques, etc., sont aussi forts, effectivement, en Méditerranée, et il n'y a pas de lieu de parler de blanchité. Je ne comprends pas
cette formulation qui me paraît très loin de ce que ressentent les gens dans les campagnes, dans les périphéries. Et justement, en parlant de la Corse, elle est identitariste, elle est nationaliste, elle est très européiste parce qu'elle profite des grosses mannes européennes. Elle est prête à charger Paris en pensant qu'elle va en avoir encore plus. Et je pense que ça, c'est un point important. Et ensuite, la grande peur, par exemple pour la Grèce. En 2000, la Grèce, elle était indépendante énergétiquement, alimentairement, artisanalement, 20 ans d'euros ou 30 ans de l'Union européenne, elle ne l'est plus. Et c'est pour ça que le président n'a pas pu vraiment aller jusqu'au bout de sa démarche, parce qu'il ne pouvait pas assurer tous ces points-là pour l'économie de son pays et la survie. Parce que maintenant, on a peu de pays qui sont vraiment indépendants économiquement, industriellement. Donc c'est un peu la chose de bonjour à tous. Merci pour cet échange qui était super intéressant. Alors, je voulais revenir sur la distinction entre bourgeoisie du capital et bourgeoisie culturelle. Je pense qu'elle est très pertinente. Moi, je parlerais plutôt de petite bourgeoisie intellectuelle comme le faisait Marx, c'est-à-dire des gens qui consacrent pas l'entièreté de leur temps disponible à reproduire leur force de travail. En gros, ils ont du temps pour réfléchir. Et je pense que c'est une distinction qui est plutôt pertinente. Et on voit aussi dans la communauté des professeurs d'université, c'est pas spécialement des propriétaires, hein, c'est vraiment des gens qui sont à l'aise financièrement, etc. Ils sont même dans une précarité sans nom pour la plupart d'entre eux. Je peux parler de pas mal de thésards qui sont réduits à l'indigence matérielle la plus effroyable. Alors, du coup, je pense que ces distinctions-là, on doit la maintenir. Et autre chose, le paradoxe, c'est que ces gens-là qui souffrent des politiques néolibérales, etc., adhèrent à ce projet politique, malgré tout. On les maltraite de toutes les manières possibles, mais ils y adhèrent. Ça, c'est un paradoxe. Moi, je n'ai pas la réponse personnellement, mais ils y adhèrent visiblement. Concernant, alors j'essaie de faire un lien entre ça et la tactique, parce que c'est vraiment même pas une stratégie politique, la tactique proposée par Frédéric Lordon, c'est de les séduire en leur proposant quelque chose en échange. Je pense que c'est totalement foireux par notre expression, mais ces gens-là sont perdus à jamais. Non, vraiment. Je suis étudiant en philosophie à la Sorbonne, mais pas spécialement les possédants, et c'est aberrant les discussions qu'on peut avoir avec eux sur ces sujets-là. Et il faut aussi retenir les leçons de l'histoire sur cette question. Chomsky et Jacques Bouvresse, qui est un grand commentateur de l'œuvre de Noam Chomsky, ils le disent, tous les intellectuels, enfin, dans l'histoire, dans leur grande majorité, ont été du côté du pouvoir. Donc ça ne sert à rien d'essayer de les séduire en essayant de les ramener de l'autre côté. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'était ma petite intervention. Ensuite, c'est M. Le Fleck. Là. Bon, je vais dire ça. Je voulais vraiment un peu d'esprit marchand dans la fonction publique, j'ai noté ça. Parce que tout à l'heure, pour vous raconter la fonction publique, vous disiez qu'il fallait creuser un sillon, justement, dans la fonction publique qui n'était pas forcément, qui ne rentrait pas forcément dans la catégorie de pensée des marchands que décrivait François. C'est bien ça, je peux Donc, je suis parti sur un truc un peu complètement débile, hein, parce que je suis universitaire, donc je suis vachement gonflé, je tente le coup. Voilà, je me suis dit, en fait, c'est vrai que pour paupériser la fonction publique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on la professionnalise, donc, après on la montre du doigt et après on la privatise. Imaginez qu'on fasse pareil avec la pensée. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, la pensée est paupérisée. Enfin, quand on voit les médias, on est réduit à un état de débilité de la pensée. Non, mais sérieux, c'est même, je vois les seuls penseurs que je trouve, moi, qui me font vibrer, qui
qui me donnent du kiff, c'est des gens de gauche à chaque fois. Mais doucement, j'essaie d'écouter plein de conférences, je suis assez curieux, je vais voir à droite à gauche. Chez Fakir, on a la chance d'avoir beaucoup d'intervenants qui passent chez nous. Et en fait, eux me disent le niveau scolaire, le niveau d'études, ça devient catastrophique. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une paupérisation de l'intelligence. Donc du coup, est-ce que ce système-là ne paupériserait pas la pensée pour obliger les mecs, qu'est-ce que j'ai mis, on peut mieux les acheter, non seulement on peut les acheter, mais en plus on les amène à mieux se vendre. On les oblige à se vendre, on obligerait les intellos à se vendre parce qu'ils auraient une pensée paupérisée. Ouais, c'est tiré par les cheveux. C'est un peu drôle comme ça. Et aussi, je mettais un truc sur la guerre aussi, en fait, il y avait deux guerres dont vous n'avez pas parlé. Mitterrand disait par exemple que l'on était en guerre contre les Américains. Économiquement, à ce niveau-là, je me rappelle de cette phrase-là. Et il y avait une deuxième guerre aussi, c'est le truc de Warren Buffett, il y a une guerre de classe, et c'est une classe qui est en train de la gagner. Et cette guerre-là, ces deux guerres-là de Mitterrand et de Buffett, là, elles font 5 000 morts par an dans les usines, on va enchaîner ça là. Donc ça fait quand même des morts chez nous. Mais c'est une guerre sourde, souterraine, camouflée. Voilà. Merci. Ensuite, c'est la madame qui est en blanc derrière. Alors, les femmes toutes femmes qui ont pris la parole, donc on vous encourage à ça. J'ai noté, je dois pousser la voix. Voilà. Et peut-être que vous le faites pour qu'on puisse vous voir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah, moi j'ai une question, vous n'avez pas du tout évoqué les Britanniques. Qu'est-ce qui structurellement, socialement, politiquement fait que les Britanniques disent oui, vote le Brexit, c'est absolument inconcevable en France. Je voudrais rebondir sur la question du premier intervenant. Je voudrais intervenir sur l'intervention du premier intervenant de ce soir, qui disait que les États-Unis, je pense que tout le monde a compris, profitent de la division des pays européens. Et je pense qu'il serait temps au lieu de se tourner vers l'ouest, de se tourner vers l'est. Une question qui s'adresse à madame. Moi, je vais faire mon boulot là. C'est en clair, donc c'est plutôt un truc positif. J'ai une lecture totalement différente de vous par rapport à l'inflation. Donc, force est de constater que les milliards et les milliards qui ont été déversés par les banquiers centraux n'ont créé aucune inflation dans le monde réel. Par contre, on a inflaté tout à fait artificiellement les actifs immobiliers et les actifs actions d'environ 30%. Donc, les grands capitalistes, c'est win-win pour eux. Ce qui les terrifie véritablement, tous ces gens-là, c'est la déflation. C'est ce qui est arrivé au Japon dans les années 90, où ils ont connu en simultané l'effondrement du marché boursier et du marché immobilier, et ils ne sont jamais remis, malgré des milliards de yens qui n'ont servi à rien. Ils sont dans la fameuse trappe à liquidité, où le consommateur ne consomme plus et l'investisseur n'investit plus. Personne n'en est jamais sorti. Ne croyez-vous pas donc que pour nous, les pauvres, puisque nous on a la crainte de la déflation, puisque voici les plus baisses, on s'en fout. Ne croyez-vous pas que pour nous, c'est la clé. Et ça passe par une lecture de Marx, évidemment, souvent de l'effondrement, tel que Rosa Luxembourg, évidemment, en avait parlé. Donc la clé, c'est la déflation, et la solution pour nous par rapport à l'Europe, etc., c'est l'effondrement. Aujourd'hui, Morgan Stanley a annoncé nous acheminer vers une récession. Moi, je travaille sur la crise depuis 2005. Donc, récession. Normalement, on ferait déjà en dépression s'il n'y avait pas des injections morphiniques de quantitative easing qui ne servent à rien, d'efficacité nulle dans l'économie réelle. Par contre, ceux qui ont du pognon s'enrichissent d'une manière exponentielle. Moi, je ne pense pas que les gens, les peuples en Europe, accepteront de sauver une deuxième fois les banquiers. C'est pas concevable. Il y a la question sur la déflation. Il y a la question de la parole d'intervenant. Bonsoir tout le monde. Je voudrais d'abord saluer l'intervention du monsieur précédemment, il faut le voir. Des solides compétences en économie. Oui,
Oui, alors tout d'abord, concernant le débat que vous avez agité tous les deux là, sur les deux catégories de la bourgeoisie et qui s'est poursuivi jusque dans les questions, pour moi, il y a quelque chose qui regroupe tout ça, c'est la catégorie du libéral libertaire en fait, chez Kouskar et Michéa. Ça permet un peu de comprendre la jonction entre tout ça et pourquoi ces gens-là, finalement, même s'ils ont des capacités économiques différentes, finissent par penser la même chose. Dans l'acceptation de l'Europe, notamment par la gauche, puisque c'est quand même un peu le débat qui nous anime aujourd'hui, il y a un épisode historique dont il faut se rappeler, parce que le PC, d'une certaine époque, dans les années 70, ça marchait, avait quand même des petites tendances à bien aimer la nation, et ensuite on est passé dans les années 80 dans un épisode qu'on appelait l'eurocommunisme, où tous les PC d'Europe, en lien d'ailleurs avec la maison mère à Moscou, se sont vendus à l'Europe et ont complètement changé leur discours pour faire accepter l'Europe à leurs adhérents. Leur idée était qu'un jour ils en prendraient la tête, et que tant qu'à faire, ils font la même réflexion que les lobbyistes, inversés, c'est-à-dire c'est plus facile de convaincre une personne à Bruxelles que 27 personnes en 27 pays. On gagne du temps et de l'argent. J'ai eu des discussions sur les marchés à Pantin avec Nathalie Arthaud, je ne dois pas être le seul ici parce qu'elle est candidate, tout ça, on la voit assez souvent. À la question pourquoi est-ce que vous ne vous intéressez pas à l'Europe, pourquoi vous n'en parlez jamais, parce que c'est pas le sujet, me dit-elle, le sujet c'est le grand capital. Ok, mais comment on s'attaque au grand capital? Ça, j'ai jamais obtenu de réponse. Ils sont bras armés, c'est l'Union Européenne, quand est-ce qu'on s'y attaque? Sa réponse est jamais, c'est pas le sujet. Donc là, il y a quand même d'énormes lacunes. Ça, il faut s'y attaquer de fou. Et pour en venir au cœur du sujet, je ne vais pas prendre trop de temps, donc je vais le dire vite sur la marque de l'Allemagne. On a marre de l'Allemagne, je lui dis, vous ne vouliez pas lancer une autre guerre. Les Allemands s'en chargent, ils prônent tout le monde mettre son intérêt de côté pour l'intérêt européen. Les seuls qui ne font pas ça, c'est les Allemands. D'accord, ils ont une stratégie économique de passagers clandestins dans l'Europe qui a été complètement assumée, ils ont tout fait. Il y a eu un sondage très important qui a été fait au moment de la crise en Grèce. On a demandé aux Allemands, soutenez-vous Madame Merkel sur sa politique intérieure? 50-50. 50 oui, 50 non. Les électeurs de la CDU versus les électeurs de la SPD à l'époque, c'est à peu près attendu. Soutenez-vous l'action de Merkel, deuxième question, contre les Grecs, son action d'impératrice, de Kanzlerin de l'Europe, de torturer les Grecs pour que les Italiens entendent leur cri. Ça, c'est ce qu'avait dit un ministre de l'économie allemand. Et là, les Allemands ont répondu 80% oui à ça. 80%. Donc c'est pas que le capital. Le capital, il ruisselle un tout petit peu, même si cette théorie est évidente. Mais le capital ruisselle un petit peu en Allemagne. Les Allemands ne sont pas mécontents de leur sort, à part ceux qui ont des jobs à 1 euro. Mais globalement, ils sont dans la courbe. En plus, l'Europe, c'est leur histoire, c'est le fédéralisme, ça, ils connaissent ça par cœur. Et je voudrais juste finir sur une note d'optimiste avec le Brexit, parce que le Brexit va réussir, et ça va déjà pour tout le monde. Et les jeunes générations, on parle des deux qui vont bientôt, enfin qui sont déjà à la retraite, qui vont bientôt y passer, avec tout leur amour de l'Europe va y passer avec eux. Les jeunes n'ont connu que la galère. Moi, je viens d'une génération où c'était super quand on avait 18 ans, d'utiliser une nouvelle monnaie et de pouvoir commencer à voyager, ça, on trouvait ça super. Les jeunes aujourd'hui n'en ont strictement rien à foutre. Et ils n'ont connu que la galère. En plus, il y a des déséquilibres économiques énormes qui sont intenables, donc il se peut très bien que ce truc se termine tout seul, de lui-même. Voilà, je ne sais pas si c'est correct. On va deuxième question. On fait dans l'ordre qu'on veut? Ah oui, oui. Bon, on va pas tout traiter. Il y a des choses qui sont coupées. Ouais. On fait une première, on fait... Alors la première question, la réponse est oui. La deuxième, ouais, je vais en faire j'en fais un rapide sur un truc qui me tient à cœur. La dernière intervention avec laquelle je suis assez d'accord sur tout. Je ne comprends pas que cette fable intenable, quand on a un peu de respect pour le réel, du libéral libertaire, connaisse une si grande vogue. Moi, j'attends toujours, depuis que j'entends Michéa et compagnie, Michéa est tout un tas de réactionnaires par ailleurs. Je ne suis pas que Michéa le soir, mais c'est un grand classique de la poésie réactionnaire, d'incriminer le libéral libertaire. J'attends toujours, et ça fait 25 ans que ça dure, on me présente quelqu'un qui soit libéral et libertaire. Je n'en connais pas. Si on prend au sérieux le mot libertaire, si on n'utilise pas, dans un sens totalement dévoyé, amolli, euphémisé, et donc évidé, un libertaire, par exemple, est pour l'école de l'émancipation.
qui serait donc a priori pour une certaine sortie de l'école telle qu'elle existe. Un libertaire est dans l'autogestion dans les unités de production. L'autogestion dans les unités de production. C'est ça un libertaire conséquent, si le mot a un sens. Voilà, on peut piétiner la tradition libertaire, en gros assez synonyme avec des nuances de la tradition anarchiste. Alors on me cite toujours comme exemple Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit, alors qu'il soit libéral, c'est un délire. Qu'il soit libertaire, ça fait 150 000 ans que je n'ai pas entendu parler de l'école, des moyens de production, de l'autogestion, etc., etc. Et donc, vraiment arrêter avec cette affaire de libéral. Effectivement, on pourrait dire qu'il y a une certaine bourgeoisie, alors qu'on peut appeler libérale, qui voterait à gauche, un peu à droite, etc., alors petite bourgeoisie intellectuelle, qui est relativement progressiste, pour utiliser ce mot très largement galvaudé aussi, sur des questions dites sociétales. Et encore, en quoi consiste exactement l'ouverture aux questions sociétales de ce pan de la bourgeoisie? On n'a pas vu quand même le Parti Socialiste, puisqu'il s'agit quand même de gens qui ont essentiellement voté pour le PS pendant quelques années, avant de voter Macron. On ne les a pas vus quand même si délirants dans l'ouverture sociétale, en fait. Donc ces gens-là ne méritent même pas le nom de comment dire, qu'on leur impute ou qu'on leur prête, qu'on les gratifie d'une certaine ouverture sur ces questions-là. Donc il n'y a pas de libéraux libertaires, il n'y a que des libéraux. Voilà, point. Et puis parfois avec un certain débord sociétal, mais très très relatif, très petit. Donc vraiment il faudrait mettre à jour ça. J'en profite, et après je me tais sur la question sur la bourgeoisie intellectuelle, et c'est vraiment une question. Moi vraiment, je tombe un peu des nues quand même, parce que ce que tu as appelé la bourgeoisie intellectuelle dans le sens marxiste, j'adhère totalement, et c'est quand même aussi l'essentiel, cette petite bourgeoisie intellectuelle que tu appelles aussi paupérisée, etc., vraiment pas, n'ayant pas de patrimoine, n'ayant pas de capital, etc. Je pense que c'est quand même essentiellement elle qui, anime la gauche radicale depuis quelques décennies. Quand même, c'est quand même essentiellement ça, cette race-là qu'on trouve, c'est la race sociologique la plus représentée chez les insoumis, à nuit debout, y compris dans les manifs, y compris dans le pan de la gauche qui a accompagné les Gilets jaunes. Donc, moi, il faut vraiment présenter quand même des petits bourgeois intellectuels paupérisés qui seraient donc des super macroniens, ça existe dans un pays, d'accord. Je suis consterné, je suis consterné. C'est un paradoxe. D'accord. Alors, moi je m'en fais une ou deux aussi, puis après tu reprends. Pour réagir sur l'intervention extrêmement pertinente sur l'inflation et déflation, monsieur, merci d'avoir donné l'occasion de revenir sur ce phénomène très spectaculaire. En effet, la Banque centrale, contrairement à toutes les règles qu'elle applique normalement dans la gestion des budgets des États, la Banque centrale a injecté des milliers de milliards d'euros pour sauver les banques à l'issue pendant la crise des subprimes en 2008. Et là, tout à coup, alors, il n'y avait plus de risque d'inflation. Tout à coup, on se met à injecter des milliers de milliards et on ne risque pas l'inflation. Alors, c'est vrai qu'on n'appelle jamais ça inflation quand ça reste cantonné sur les marchés de titres, les marchés des actifs, les marchés financiers. Notamment parce que ça ne débouche jamais dans la sphère de ce qu'on appelle l'économie réelle, ça ne fait pas monter les prix dans l'économie réelle, et donc il n'y aura pas de revendication de hausse de salaire liée à la hausse des prix dans l'économie réelle. Alors en effet, on a injecté des milliers de milliards, on n'appelle pas ça inflation quand ça reste dans la sphère financière. Je n'ai jamais entendu un économiste appeler inflation le phénomène d'injection de masse monétaire totalement délirante sur les marchés financiers. Alors, on s'achemine du coup, il faut le préciser, vers une crise financière apocalyptique, celle que Frédéric Lordon appelle The Beast. Elle va faire très très mal, elle est apparemment imminente. J'ai l'impression que d'après ce que disent les experts, ça se joue d'ici 6 mois à 18 mois. Une déflagration dans le monde de la finance et conséquemment bien sûr dans le monde de l'économie réelle. Il va se passer la même chose qu'en 2008, mais x10. C'est-à-dire, d'abord, la crise des marchés financiers, le gel du marché interbancaire, les banques ne se prêtent plus les unes aux autres parce qu'elles se méfient les unes des autres, donc il n'y a plus de crédit qui part dans l'économie réelle. Du coup, ça produit un phénomène de licenciement massif dans les entreprises. Les entreprises se trouvent asséchées, elles n'ont plus de liquidité. Licenciement, montée du chômage, déficit public qui s'approfondissent. Donc on s'achemine en effet vers une perspective de récession majeure, beaucoup plus important que ce qu'on a vécu en 2008.
Alors du coup, tenons-nous prêts. Cette fois, bien sûr, il ne faudra pas sauver les banques, surtout pas. Tenons-nous prêts au sens, nous, les opinions, soyons très fermes et très déterminés à exiger à ce moment-là de profiter de l'occasion. Toutes les banques sont à genoux, elles n'ont plus un centime. Parfait. Socialisons le système bancaire. Hein, on n'appelle plus ça nationaliser, parce que nationaliser, ça veut dire qu'on confie la responsabilité à l'État, et l'État, on ne lui fait pas toujours hyper confiance, surtout quand il est dans les mains de gens au profil idéologique de Macron et compagnie. Donc, on socialise le système bancaire. Frédéric Lordon, encore lui, a des idées sur la question extrêmement robustes. Je vous encourage à lire La Malfaçon, par exemple, où il donne des exposés assez précis de ce qu'on pourrait faire avec nos banques. Quand elles seront à genoux, profitons-en. Du coup, je voulais revenir aussi sur un autre point. Évidemment, on sera sans doute un petit peu appauvri à ce moment-là. La crise, ça va secouer, ça va faire très très mal. J'espère qu'on aura tous le réflexe intellectuel, politique, de dire qu'on en profite, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Ne soyons pas victimes de cette prochaine crise, ne soyons les producteurs du sens qu'elle aura et des opportunités d'émancipation qu'elle nous offrira. Je voulais revenir sur la question de pourquoi les gens ils y adhèrent alors que ça les appauvrit. Hein? Dans l'hypothèse où il y aurait tous ces intellos précaires qui seraient restés quand même en adhésion à l'idéologie libérale qui pourtant les asphyxie complètement. Alors moi, dans mon entourage, j'ai le sentiment que ce qui opère notamment, c'est il n'y a pas d'alternative, qui est lié au fait qu'on a tellement criminalisé les alternatives que j'ai l'impression dans l'imaginaire dominant, c'est ça ou rien. Ou alors c'est ça ou le stalinisme. C'est-à-dire Marx a été complètement enseveli sous l'interprétation stalinienne très délirante du communisme. Donc aujourd'hui, se revendiquer du communisme, c'est être aussitôt pris pour un promoteur du goulag, un destructeur des libertés publiques. On a beau dire non, mais attends, communiste, ça ne veut pas dire ça. Attends, où t'as vu que le régime communiste, ça permettait de préserver les libertés publiques? Enfin, tu veux aller au goulag? Non, pas exactement. En fait, le communisme, en fait, c'est pas ça. C'est même pas forcément la bureaucratie, hein, parce que souvent aussi, les gens se méfient énormément du communisme comme bureaucratie centralisatrice, extrêmement un peu bas du front, qui va ignorer les subtilités du terrain. Marx, quand il a vu ce qui se passait pendant la Commune à Paris, il a dit voilà, c'est ça en fait le communisme, c'est pas du tout de la bureaucratie, de la centralisation, c'est une expérimentation où tout à coup le peuple devient souverain sur son destin et décide à égalité de qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble. C'est ça le communisme, hein. Normalement c'est l'idée d'une égalité réelle entre les citoyens qui se donnent les moyens vraiment de construire un destin collectif. Donc, je pense qu'on a considérablement perdu du terrain en laissant disqualifier les alternatives, en laissant dire que communisme égale goulag, communisme égale stalinisme. On observe par ailleurs que les démocraties soi-disant libérales persistent à criminaliser en effet les expérimentations alternatives. Je pense à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui a été un espace d'expérimentation extrêmement inventif et protecteur. Et donc vous voyez comment ça se termine, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ça se termine à la pelleteuse. On envoie les blindés, les CRS, les gendarmes, tout ça pour éradiquer l'expérimentation d'une alternative. Donc vous pensez bien que dans l'imaginaire collectif, qu'est-ce qui se passe? Comment aimer autre chose que le libéralisme, vu qu'on vous a raconté que les autres possibilités, c'est soit Staline et Goulag, soit des petites expérimentations locales, ultra vulnérables. De toute façon, à la fin, on finit avec des grenades de désencerclement et des mains arrachées. Donc, évidemment, on comprend que les gens, du coup, disent « Non, mais de toute façon, on ne peut pas faire autrement. » Je pense qu'il y a une disqualification des alternatives et il nous appartient à nous, comment nous appeler? Les gens qui pensent. Tous les gens. Non, mais tous les gens sont piégés. La gauche, même gauche, est piégée. Hein. C'est Ramzi que tu disais comment on fait avec le mot souverainiste qui est ultra piégé. Je suis bien d'accord avec toi, t'es là. Le mot souverainisme, même moi, j'ose pas dire. C'est ça, voilà. Non, mais j'allais dire pour les gauchistes, au moment même où je m'apprête à le dire, gauchiste, ça va pas non plus. Souverainisme, on n'a quasiment pas le droit de le dire parce qu'évidemment, le mot est trusté par des gens très à droite. Hein? Donc, c'est pareil, populiste, c'est pareil, c'est ultra féministe.
c'est pas C'est pareil, il y a un autre mot. Oui, oui. Alors, mais le mot gauche, c'est pareil. Tout à l'heure, quand j'ai dit gauche, bon, il y a tellement de gens qui ont considéré que la gauche, CPS, du coup, c'est des traîtres, alors moi, je réclame que la gauche. Le populisme, justement, s'est développé sur l'idée qu'il fallait plus dire gauche, qu'il fallait faire nous contre eux. Moi, je pense qu'en faisant nous contre eux, on n'est pas clair. Il faut dire éventuellement contre le capital. Il faut bien dire, voilà, le problème, c'est le capital, c'est pas eux, même pas l'oligarchie. Bref, je m'éloigne. Alors, j'étais sur, je suis passée du coup sur les mots piégés, paupérisation de la pensée. Moi, à l'endroit où je travaille, notamment hors série, les penseurs contemporains, je les reçois, il y en a, c'est costaud. Je veux dire, il y a aujourd'hui une production théorique d'une extrême robustesse. Il y a une pensée aujourd'hui, il y a une pensée de gauche, il y a une pensée anticapitaliste, extrêmement vigoureuse. Je pense notamment au travail de Bernard Friot, qui, lui, la méthode pour lutter contre le capital, comment s'attaquer au capital. Bon, il a des réponses très précises sur la question, hein, par degré, en augmentant le taux de cotisation, en définissant nous-mêmes, nous les travailleurs, ce qu'est la valeur. Il faut arracher au capital la définition de la valeur. C'est aux travailleurs de définir ce qui vaut et ce qui peut être rémunéré, ce qui doit être rémunéré sur la base de la cotisation, jamais sur la base des capitaux privés. Bref, de la pensée, il y en a. Le problème est qu'elle est faiblement audible. Pour les raisons que je décrivais tout à l'heure dans le paysage médiatique, je vous ai décrit de manière un peu apocalyptique, et là c'est une réalité, hein, entre les médias privés à 90% dans les mains du capital, plus les médias du service public essentiellement vassalisés, servant les intérêts d'État, il ne reste pas beaucoup d'espace pour diffuser les pensées hétérodoxes, sans compter que certains d'entre eux, des hétérodoxes, refusent d'aller dans les médias parce que les dispositifs ne sont pas favorables à l'expression d'une pensée alternative. C'est vrai, les dispositifs ne sont pas favorables à l'expression d'une pensée alternative. Moi, je m'essaie sur le plateau de 28 minutes sur Arte, on est content sur Arte, c'est censé être intelligent et tout, et en fait, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar d'arriver à faire entendre une pensée alternative dans ces espaces-là. Je ne dis pas que du coup il ne faut pas y aller, hein, c'est la position de Lordon, moi je pense qu'il faut essayer quand même, mais en gros la pensée elle existe, simplement elle est inaudible dans les médias mainstream. Alors que faire? Eh bien, suivre les médias alternatifs. Le santé, le coup de pub, ou bien j'insiste. Évidemment, il y a des espaces alternatifs, ils sont très minoritaires, ils font de petites audiences, mais là au moins ça pense, ça avance, on construit, on se tient prêt. Pour la prochaine grande crise, on sortira, je l'espère, du bois. Comme dirait Lordon, ce qui compte, c'est le grand nombre. Comment? Comme dirait Lordon, ce qui compte, c'est le grand nombre. Il est sympa, Lordon, et en même temps, le grand nombre, il ne va jamais lui parler, quoi. Il ne va jamais, sur les grandes chaînes, c'est nous qui faisons le boulot, quoi, d'aller faire du Lordon sur les plateaux où lui refuse d'aller. Donc oui, c'est vrai, la question c'est le grand nombre, mais à quelles conditions on arrive à toucher le grand nombre? S'il faut passer chez Hanouna pour toucher le grand nombre, qu'est-ce qui reste de ta pensée une fois qu'elle est fondue dans le dispositif Hanouna? Donc, je sais pas. Bref, fiez-vous quand même aux médias alternatifs où la pensée d'aujourd'hui s'entend et permet de construire une alternative, à mon avis, extrêmement stimulante. Oui, je vais juste, après on va refaire cette question, mais pour retenir, j'ai pas réponse à tout. Oui, le Brexit, je te laisse. Ouais, je trouve que c'est dur à gérer, donc je te laisse. Non, je vais revenir sur une question fondamentale qui est à partir de ce que disait aussi, ce que dit Nathalie Arthaud, à savoir c'est pas le sujet. Oui, c'est pas le sujet, la sortie de l'Europe tout court, de l'Union Européenne, de l'Euro, ça c'est pas le sujet. En fait, ça me permet de bien préciser les choses. Je suis assez d'accord avec Nathalie Arthaud là-dessus et sur tous les gens qui disent que c'est pas le sujet principal et que je l'ai souvent dit, je le redirai là, je suis tout à fait d'accord pour parler de la sortie de l'Union Européenne et pour cause. Je pense que c'est un combat à mener, je pense que c'est un coup à jouer, et j'appelle ça une dialectique provisoire. C'est-à-dire que je pense qu'en dernière instance, très bien, par exemple, il y a énormément de gens qui sont pour la sortie de l'euro, mais pour faire quoi? Si jamais, par exemple, M. Asselineau, pour lequel j'ai un peu de respect, je veux dire, il a au moins une pensée qui n'est pas complètement dans les clous, donc voilà. Enfin, qu'est-ce que ça donnerait si Asselineau arrivait au pouvoir, on sortait la France de l'Union Européenne, de l'euro, etc. Mais pour construire quelle France, avec quels moyens de production, organisée autrement, avec quelle école, avec quel hôpital, avec quel... Je ne sais pas, enfin tout ça n'est pas du tout compris dans les lois d'Asselineau, en tout cas pas que je sache, parce que ce grand truc c'est le Frexit, sur lequel je m'associe. Donc je
Bon, une fois qu'on a dit sortie de l'euro, ben oui, je pense que c'est un moment absolument nécessaire, mais tout à fait insuffisant. On est bien d'accord, il s'agit de ressaisir une certaine souveraineté, mais laquelle souveraineté peut tout à fait s'exercer au nom de tout un tas de choses qui ne seraient pas contradictoires avec ce nom dont on est en train de parler ce soir. Donc là-dessus, oui, tout à fait, le capitalisme restera toujours à abattre une fois qu'on sera sorti de l'euro. Ça serait une victoire tout à fait intéressante, qui donnera sans doute beaucoup de courage à beaucoup de gens, mais c'est bien pour ça que je pense que c'est une bataille à mener, et en plus elle est pertinente, donc il faut la mener. Tout ça pour aussi revenir sur cette notion de souverainisme, effectivement, qui a parfois mauvaise presse aux yeux de certains, qui ne sentent pas toujours très bon. Ben oui, bien sûr, ça fait partie de ces notions que se partagent une certaine gauche et puis une certaine droite, voire une certaine extrême droite. Donc là-dessus, je crois que les penseurs ont tout à fait le travail de bien distinguer entre souverainisme de gauche et souverainisme de droite. Encore une fois, leur nom, mais plein d'autres. Donc je renvoie à leurs travaux. Ça paraît tout à fait simple en plus. Il s'agit de ressaisir sa souveraineté du côté de la gauche, et de ressaisir sa souveraineté. Je pense que le souverainisme de droite, qui se pique effectivement, et sans doute sincèrement, de vouloir redonner aussi sa souveraineté au peuple, en retrouvant une certaine souveraineté monétaire, etc., et donc un État qui pourrait décider, un État qui serait vraiment l'émanation du peuple et qui déciderait sans avoir de tutelle, par exemple, européenne. Bon, très bien, je leur fais crédit de leur sincérité quand ils disent ça. Mais ce que j'entends chez les souverainistes de droite, d'extrême droite, c'est qu'ils veulent surtout reconquérir, disons, la souveraineté de la France en tant que France. Pas la souveraineté d'une unité territoriale et d'une unité politique qui, pour nous autres, qui sommes nés là par hasard, s'appelle la France. Mais la souveraineté de la France en tant que France. Ils ont une certaine idée d'une espèce d'élection française, et que retrouver l'indépendance française, ce serait retrouver un destin français. Vous voyez bien l'énorme nuance quand même. Je veux dire, alors certains sont pour l'alliance de ces deux souverainismes. Moi, je pense que non. Je pense qu'on peut faire alliance par la négative. Parce qu'on a un ennemi commun, en gros, en 2005, c'est un peu ce qui s'est passé, c'était ça ma réticence, moi, à aller voter non en 2005, j'ai pas voté du tout. Ma réticence à voter non en 2005, c'était, je trouvais le camp souverainiste de gauche un peu trop joyeux d'aller vers la victoire, une victoire qui vaudrait beaucoup, qui allait beaucoup s'appuyer sur disons, le nom issu du Front National, ou issu de ce genre de force. Voilà, je n'aimais pas beaucoup cette euphorie-là, que je trouvais quand même, qui témoignait d'une certaine capacité d'aveuglement de certains militants parfois, même si évidemment dans le marasme, toute victoire est toujours un peu joyeuse, mais bref. Donc, il y a quand même une énorme nuance, et je crois qu'il y a énormément de choses. On voit bien, quand il y a des alliances de souverainisme, bon, on en a connu quelques-unes en Europe là, depuis quelques temps, et notamment, alors, exemplairement, les 5 étoiles et Salvini. Bon, alors, premièrement, est-ce que vraiment 5 étoiles est un mouvement de gauche? On pourrait discuter des heures, mais admettons qu'il y aurait un certain souverainisme de gauche qui s'exprime dans 5 étoiles, qui a fait alliance avec le souverainisme de droite de Salvini, ce qui donne une victoire absolue de Salvini, 5 étoiles est en train de complètement disparaître, comme ça, quand même, pour ceux qui sont pour l'alliance, pour les souverainistes de gauche qui sont pour l'alliance provisoire avec les souverainistes de droite, appuyons-nous sur les faits, on voit bien qui est toujours perdant. Parce qu'on part sur des bases qui ne sont pas claires, et je pense que le fascisme prospère toujours beaucoup plus sur la confusion que les forces de gauche. Je suis désolé de le dire de façon dogmatique, mais c'est aussi ce qui fait de moi un homme de gauche. Je pense que bon. Donc je crois qu'il faut, quand on dit que la notion de souverainisme est dévoyée, je ne pense pas tant qu'elle soit vraiment dévoyée, je pense qu'elle est d'emblée ambiguë. C'est une espèce de contenant, le souverainisme, auquel on peut donner énormément de contenus différents, donc il ne faut pas oublier ça. Moi je crois que, en gros ça me rappelle un petit peu, vous savez, quand on dit, bon je vais un peu schématiser, puis en plus je vais mettre toutes les pieds aux idées historiques qui rencontrent tout le monde, mais c'est quand on dit que dans la résistance, il y avait à la fois des communistes et aussi des maurassiens, parce que c'est très vrai, hein, bon, voilà. Alors à quelle proportion ça, je pense que je ne serais pas d'accord avec Zemmour, mais il n'y avait que des maurassiens dans la résistance, et pas du tout de communistes. Mais il y a eu des alliances objectives là, contre l'envahisseur allemand, contre le nazisme, etc. Mais oui, donc dans ce genre d'urgence absolue, de front de guerre, cette alliance était possible, mais on a bien vu après-guerre que ces deux camps-là n'avaient absolument rien à se dire. D'ailleurs, le camp gaulliste et le camp communiste n'avaient absolument rien à se dire de ce point de vue-là non plus. Ils n'étaient pas du tout pour construire la même France une fois que la France avait retrouvé son indépendance. Et j'ajouterais une dernière chose, c'est que je crois qu'il y a dans un certain discours souverainiste que j'appelle moi droitier, il se reconnaît aussi beaucoup à l'idée que l'Europe serait vraiment l'origine de tous nos maux.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant l'Union européenne ou avant le marché commun, tout allait bien en France dans les années 1900, dans les années 1910. La classe ouvrière n'était pas traitée comme une chienne déjà à l'époque. On n'envoyait pas des enfants dans les mines au 19e siècle, à l'époque où la France était relativement indépendante, en tout cas indépendante de l'Union européenne, qui évidemment n'existait pas encore. Donc je crois que j'entends parfois dans un certain souverainisme, y compris à gauche d'ailleurs, l'idée que quand même les années 60 c'était pas mal, par exemple, les 30 glorieuses, tout ça c'était quand même super quand on n'avait pas le jeu européen au-dessus de nous, vraiment, la lutte il n'y avait pas de conflit de classe, il n'y avait pas l'oppression d'une classe par une autre, ou des classes populaires par les classes dominantes. Donc je trouve que pour moi le distinguo est quand même assez facile à faire avec ce que j'appelle le souverainisme droitier. Alors évidemment, on se passe d'une alliance qui serait intéressante quantitativement. Évidemment, ça permettrait de mener des combats, voire de les gagner. Mais pour quel genre de victoire? Et pour quel genre d'après-victoire? Moi, là-dessus, je suis assez convaincu qu'il ne faut pas que c'est Oui, revenir sur la notion de blanchité parce que c'est un concept qui a été soulevé par deux questions dans la salle et je veux bien croire que ce soit un concept pas forcément facile à appréhender. La blanchité, globalement, c'est un impensé dans l'espace blanc, hein, évidemment. Alors, comment ça se fait, par exemple, que, alors qu'il y a blanchité en Russie aussi, on ne les perçoive pas comme européens? Je pense effectivement que là, la question de la soupe chrétienne intervient pour former une espèce d'identité blanche européenne qui se distingue d'autres souches religieuses, culturelles. Pour le monsieur qui dit la blanchité, elle n'est pas vécue dans les campagnes, que ce serait une question parisianisme dans ce concept-là. Bon, pour dire les choses un peu clairement, les races, ça n'existe pas. Ça, c'est tout à fait certain. Les races n'ont aucun contenu biologique, ça n'existe pas. Et cependant, le racisme existe. Et donc, le racisme existant, c'est un rapport social qui crée des catégories sociales. Okay, ça crée des non-blancs, le racisme. Ça crée, par exemple, des Noirs et des Arabes qui sont systématiquement victimes de violences policières. Il y a une mortalité de fourgon, une mortalité sous les violences, sous les crimes policiers chez les Noirs et les Arabes dans les cités qui est très spectaculaire. Donc, cette violence-là, ce racisme-là, il crée, de fait, une catégorie noire et arabe persistante. Et en face, ça crée la catégorie blanche. La blanchité, c'est le privilège de n'être pas contrôlé de faciès quand on se déplace. C'est le privilège de... On ne nous demande pas de quitter une terrasse de café quand on s'y installe. C'est le privilège de ne pas être discriminé à l'embauche, au logement, dans toutes sortes d'occasions de la vie où ceux qui ne sont pas blancs perçoivent bien qu'ils ne sont pas blancs parce qu'ils sont l'objet d'une discrimination, voire d'une violence extrêmement dégradante pour eux. Donc, la blanchité, ce sont les non-blancs qui en parlent le mieux. Ils l'aperçoivent, la blanchité, parce qu'ils savent qu'ils en sont exclus. Alors ensuite, il importe qu'à l'intérieur de l'espace de la blanchité, on prenne conscience du privilège que ça représente d'être épargné de toutes ces violences-là. Il ne faut pas être dans le déni par rapport à ça. Ça existe, la blanchité. Et dans les campagnes, on ne s'en rend pas compte pour éventuellement la raison qu'on est dans l'entre-soi, puisque le racisme, c'est un rapport social différencié, il faut de la différence pour percevoir qu'il y a des blancs et des non-blancs, bien sûr. Ou bien on ne s'en rend pas compte tout simplement parce qu'on croit, c'est vraiment une grande structure de l'imaginaire blanc, qu'on est sans couleur. Le principe de la blanchité, c'est de se croire universel, c'est de croire qu'il n'y a pas de couleur. On appelle ça colorblindness, c'est l'aveuglement à la question raciale, l'aveuglement à la question de la couleur de la peau. Mais ça, encore une fois, cet aveuglement-là, dire il n'y a pas de blanchité, ça n'existe pas, en fait, c'est une caractéristique de l'imaginaire blanc. Voilà. Je suis obligée d'insister sur cet aspect-là, parce que quand on travaille avec les organisations politiques des non-blancs, ce qui est mon cas, je fréquente beaucoup les organisations de l'antiracisme politique, et bien eux, ils m'ont appris ce que ça voulait dire blanchité. Ils m'ont fait découvrir le privilège dont j'avais bénéficié, évidemment à mon insu. C'est un privilège dont on ne se rend pas compte. On croit que c'est la norme. Et il faut être informé par ceux qui ne vivent pas dans ce privilège pour comprendre qu'en effet,
Même nous, on peut être des intellectuels précaires, prolétarisés, on a le sentiment qu'on n'a pas forcément des vies faciles et tout, et ben c'est hyper dur dans notre camp de dire « Ah bah si, en fait, j'ai un privilège. J'ai le privilège blanc. » C'est très dur à entendre chez les gauchistes. C'est pour ça que l'antiracisme politique, ça passe pas. Toutes les organisations d'antiracisme politique, elles n'arrivent pas à se connecter avec la gauche blanche. Appelons-la comme ça, parce que dans la gauche blanche, c'est impossible, quand on lutte avec les travailleurs, les opprimés, tout ça, on va pas se dire « Putain, je suis un privilégié ». Et en fait, si, on est des privilégiés, là je me mets dans le monde de la blanchité. Moi, j'ai jamais été contrôlée au faciès. Jamais un flic m'a demandé mes papiers comme ça, parce qu'il me croisait dans la rue. Ça m'est jamais arrivé, parce que je suis une femme blanche. Voilà. Je serais un mec noir, ça me serait arrivé à mon âge 40 ans. C'est ça. Voilà. Je me replie sur d'autres. Le Brexit, c'est compliqué le Brexit. Moi, je comprends rien à ce que font les. Je les soupçonne de vouloir sortir parce qu'ils sont encore plus libéraux que le libéralisme européen. Moi, ce que j'ai cru comprendre, mais ça se trouve plus bourrin, c'est qu'en fait, l'Union européenne, c'est encore trop contraignant, c'est encore trop réglementaire. Alors qu'en fait, c'est une idéologie totalement libérale, mais c'est une idéologie libérale contraignante. Et j'ai l'impression que ce qu'on veut dans le Brexit, c'est encore plus de liberté. Laissez-nous faire comme on veut, arrêtez de nous emmerder avec vos règlements. Mais bon, je ne suis pas sûre d'avoir compris là. Je suis pas sûre qu'eux-mêmes aient très bien compris ce qu'ils voulaient. Ils ne sont pas d'accord entre eux, si j'ai bien compris, les Brexiteurs. Plus petite la salle, hein, parce que là, on ne est pas. On va répondre aux questions, tout à l'heure, on va se C'est bon, si ça va bien. Moi, ça va être très rapide. Parce qu'il fait quand même On va le faire et ça va faire c'est d'ailleurs sur le venir avec moi ce soir. Sur le Brexit, donc nous au niveau du collectif, on a fait des analyses sur le Brexit, justement. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est simplement que ça reflète l'expert contrôle, c'est qu'en fait, il y a deux composantes sur le Brexit. Exactement comme il y a eu deux composantes sur le PCE en 2005. Et donc, imaginez ce qui se passe en fait s'il y a des victoires, sauf que des victoires sur lesquelles on n'a pas tranché entre la composante Brexit de gauche qui a bien marché chez les ouvriers anglais, les populaires, avec une grosse partie du parti travailliste, on n'a pas tranché un peu ce projet-là, et le projet Brexit de droite, qui effectivement est très libéral. Et en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est après le référendum, de faire un deuxième référendum pour savoir quel Brexit vous voulez. Et ça serait la même chose en fait pour la France, c'est pour ça que nous, on ne croit pas à l'UCR, c'est-à-dire qu'on ne croit pas à cette idée comme il suffit de faire un Brexit. Et on voit après, il faut immédiatement savoir quel Brexit on va faire. Et en plus, comme je crois que c'est le sujet tout à l'heure, mais il faut toujours le dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de fort entraînement à quelqu'un qui dirait simplement je fais un Brexit et je ne sais pas ce que je fais après. Et en 2017, quand on regarde au moment où la France Insoumise a un discours très offensif sur l'UE et un programme clairement de gauche, le Rassemblement National, Front National a un discours très offensif sur l'UE qui penche très à droite. Et en fait, les deux séparément font 20 fois plus que l'UPR. Parce que c'est une force d'entraînement à proposer un projet précis. Et ensuite, je voudrais remercier le développement qu'a fait Judith sur l'antiracisme et la blanchité, qui à mon avis doit être l'occasion justement de débat. Et c'est aussi là de notre collectif, en fait, c'est d'ouvrir ces débats, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes, ce qui n'était pas du tout attendu par les commentateurs politiques, c'est qu'on a un mouvement qui rassemble toutes les classes populaires, dans lesquelles les gens qui manifestent n'ont pas demandé aux voisins quel est votre papier d'identité, est-ce que vous avez la nationalité française. Non, vous êtes là, vous êtes dans le mouvement. Ils n'ont pas posé de problème globalement par rapport au racisme, et en fait, ça a falsifié la thèse dominante sur laquelle il y aurait une coupure infranchissable entre classe populaire blanche et classe populaire non blanche. Donc ça veut dire qu'il est capable, cette alliance, elle est vraiment possible. Elle s'est concrétisée par exemple avec le comité pour Adama a rejoint les Gilets jaunes. Mais cette alliance ne peut se faire que si chacun écoute la parole, écoute les doléances, même si parfois ça va trop loin, mais justement c'est de faire.
Et en fait, on ne peut pas être dans le tabou, on ne peut pas dire que ces débats n'existent pas, on les écoute. On tient ce débat, et à la fin du débat, on va arriver à traduire, concrétiser par un projet politique cette alliance qui s'est faite de fait dans la rue au niveau des Gilets jaunes. Donc on va commencer par M. Cachou. Merci déjà pour votre feedback. Pardon. Merci beaucoup pour le spectacle de Jean-Claude. Je souscris à peu près à tout ce que vous avez dit. En tant que gauchiste curieux, un peu comme un hétéro-curieux, de temps en temps je picorais à droite pour ce qui s'y passe, il y a beaucoup de choses. Et il y a une chose sur le on va dire, c'est sur ce que vous venez de dire, sur le côté alliance avec des souverainistes de droite, et donc pas alliance ou pas alliance. Je dirais que sans parler d'alliance, quelque chose qui m'embête un petit peu, en général chez les gauchistes ou intellectuels de gauche qui ont la parole médiatiquement, c'est justement un petit peu la criminalisation, je ne dis pas que c'est ce que vous avez fait, mais globalement, il y a des choses qui reviennent assez souvent où la pensée de droite finalement presque n'existe pas, et c'est pas ce que vous avez dit. Justement, vous avez dit notamment que sur un plateau, il en parlait tout à l'heure que Zemmour avait une pensée, vous l'avez contre, mais il en avait une. Et je trouve que justement, le spectacle dont je viens de parler, que vous venez de faire, un joli spectacle, vous devrez aussi le reproduire avec des gens de droite. Pourquoi pas chez la série, ce qui serait intéressant. Les souverainistes de droite, justement, expliquer un petit peu vos différences. Pour expliquer justement quelles étaient vos différences dans ce que vous émettez dans une belle notion de souverainisme. Et je pense que c'est ADI pour ça. Pardon ? Il y a ADI pour ça. Non, il y a des espaces hors série. C'est un espace typiquement machin, on ne va pas se laisser corrompre, on peut pas non, restez comme ça. Pas de gaucher, pas Zemmour. Je sais rien, bien entendu. Alors voilà, juste pour finir le développement. Alors effectivement, bien sûr, il y a TADI, mais pour moi ça ne suffit pas, et il en faut beaucoup plus parce que c'est juste un espace et il n'y en a pas assez. Je trouve que moi ça m'arrangerait qu'il y ait ce type de débat, justement pour éclairer l'opinion publique, de citer la différence entre un souverainisme de gauche auquel je souscris depuis toujours, et un souverainisme de droite auquel je souscris sur certains combats et certains faits et certaines analyses, mais dont je rejette l'idée finale d'identité, d'identitarisme et de destin français, comme vous dites. Vous êtes t-shirt YPG. Oui, bonjour. C'était pour revenir sur vos interventions. Le mot émancipation a été prononcé une fois en parlant des libertaires et Judith, vous parliez, on cherchait des solutions alternatives, on parliez des communistes, oui, mais on les met tout de suite dans la catégorie israélienne. Il faudrait juste rappeler que ce qui se passe actuellement, quand même, en termes d'expérience politique, là on n'est pas sur le niveau de la ZAD, là on est sur un truc qui concerne des millions de personnes. C'est ce qui se passe sur Rojava, je veux dire, dans le nord de la Syrie. Il y a cette expérience politique, économique majeure en termes d'émancipation, je veux dire, basée sur l'anarchisme, le communisme, le féminisme, l'écologie. C'est quelque chose qui est complètement passé sous silence. Et il me semble que le mouvement Gilets jaunes, qui est là, qui n'est pas mort, contrairement à ce qu'on vient de faire croire, se structure à Commercy, à Saint-Nazaire et bientôt à Montsolémy sur ce principe de communalisme, en fait, en réalité, et de manière presque intuitive, puisque beaucoup de Gilets jaunes n'avaient jamais entendu parler du confédéralisme démocratique, qui est né aux États-Unis par ailleurs. C'est Murray Bookchin, qui l'a d'abord expérimenté aux États-Unis, avant que ce ne soit appliqué dans cette partie du monde qui s'appelle le Rojava. C'est juste pour replacer ça comme perspective qu'il ne faut pas oublier. Le Rojava, c'est le seul endroit au monde où les femmes sont émancipées à ce point. Merci donc pour votre intervention. Et donc moi je vais vous poser une question par rapport à un constat que vous faisiez sur pourquoi les gens n'arrivent pas à penser la sortie de l'Union européenne, notamment à cause de ce tropisme commerçant et à cause de cette peur de l'inconnu. Moi je voudrais prendre un exemple personnel, c'est-à-dire moi qui décide de ne pas aller voter aux européennes et qui revient en Bretagne et qui le dit à mon père, et mon père qui me regarde évidemment avec déjà les arguments de c'est à cause de toi qu'on se retrouve avec le Front National, ce qui arrive à côté. Et donc même après
avoir cet échange d'arguments sur le fait de dire que c'est quand même l'Union européenne qui organise cette casse sociale massive et que c'est à cause de cette situation-là qu'on se retrouve là, avoir un argument de fin qui est de toute façon, on ne peut pas sortir de l'Union européenne, parce que si on ne s'unit pas, on va se faire écraser par les États-Unis, on va se faire écraser par une grande puissance mondiale. Et il y a cette espèce de truc, cette espèce de fatalisme, où il y a une espèce d'argument de survie que ces gens-là sortent. Donc qu'est-ce qu'on répond en fait à ça? Alors, en fait, je reviens sur quelque chose qui m'a un petit peu étonné, c'est la pudeur autour de l'utilisation du mot populisme, dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est en fait, comme Méodo l'explique très bien dans son livre L'histoire des bêtises, le populisme, c'est un mot qui est dévoyé, qui est un mot wagon, qui permet de délégitimer de facto directement tout discours qui relève du peuple, en gros. Sauf que le problème, c'est qu'il y a deux définitions du populisme qui existent. La définition de Laclos, de Louffe, et qui présente en fait le populisme comme une chaîne d'équivalence. Et comme en fait, pour faire un raccourci, mais qui nous donne une idée, il est ce qu'on pourrait appeler une intersectionnalité. On peut retrouver notamment dans les mouvements féministes. Et le populisme, dans ce sens-là, est presque intrinsèquement de gauche. Il construit en fait une dichotomie, un antagonisme entre le peuple et un ennemi commun, qui ne serait pas le capitalisme, mais le capital. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on n'aurait pas, à la manière d'une espèce de réflexion goffmanienne au journal du stigmate, se réapproprier le terme populisme et du coup en donner une définition qui ne soit pas dévoyée, qui retirerait ce procédé rhétorique et qui est une arme discursive très fort de la place des dominants qui permet de légitimer un discours en le traitant directement populiste. Donc est-ce qu'on ne devrait pas se réapproprier ce terme avec cette définition-là qui est au moins un intersectionnalisme contre un ennemi commun qui est le capital? Alors, moi je voulais parler en fait de la capacité des capitalistes en fait à réussir à faire croire en fait aux dominés que leurs intérêts se confondent avec les leurs. C'est là où se joue en fait le problème concernant la sortie de l'euro. Bien sûr, on prédit des gifles. C'est passé la même chose concernant le Brexit. Si les Britanniques votent non, alors la bourse c'est une réalité. Je pense qu'une des manières qui pourrait éventuellement désamorcer cette peur chez les classes populaires ou les classes laborieuses de manière générale, ce serait en fait de paraître sérieux, pour le... non, j'utilise beaucoup... Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. J'emploie beaucoup de guillemets, parce que, bon, les économistes nous ont pourri la vie pendant 40 ans. Ce serait bien de se servir d'eux pour éventuellement nous produire un contenu programmatique avec un calendrier de sortie, les mesures qui accompagneraient la sortie, etc., de manière à accorder, de manière à donner plus de crédibilité à cette option politique. Donc ça c'est un premier point. Je voulais rebondir aussi sur la question de la blanchité. Alors je me demandais en fait, c'est vrai que c'est un sujet qui est très touchy, je vais quand même l'aborder. Je me demandais en fait si la question n'était au lieu d'être raciale, la question n'était pas sociale. Moi je suis arabe, j'ai un faciès arabe, berbère, etc. Je ne me suis jamais fait contrôler dans Paris intramuros. Mais parce que je suis un petit bourgeois, prolétarisé, précarisé, dernier degré, mais je bénéficie aussi du privilège dont vous avez parlé pendant un temps. Et je me demandais juste si ce n'était pas une question de classe, une question aussi géographique. Parce qu'on se situe dans des territoires relativement. On appelle ça des classes dangereuses. Il faut les mater avec la police, etc. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ouais, voilà, c'est ça, c'est peut-être ça qui me dissuade. Je pense que ça ne sera pas forcément. Je pense que ça ne sera pas forcément. Les bandits, je dois se contrôler pas. Ouais. Moi, je trouve que tu n'as pas complètement une tête d'arabe. Je suis assez d'accord.
C'était la seule réponse en fait, c'est fini. Que du coup ensuite on quitte la salle parce qu'il fait 14 minutes. Ouais. Et qu'éventuellement plus pour Jacques et après ceux qui ont faim, ils puissent aller manger. On peut répondre sur un truc, un truc parmi ce qui a été dit. Voilà, on fait des réponses là. On fait des réponses, on fait des réponses. Je vais penser à ça. Non, mais moi je commence par le populisme. Non, mais je pourrais commencer par la fin de ce que je croyais, la fin de mon raisonnement, mais ce serait le début. Tu finis en disant le peuple uni contre un ennemi commun, donc reprenant effectivement la définition qu'en fait Laclos, et puis nous derrière, en s'inspirant de Carl Schmitt. C'est intéressant comme généalogie aussi à voir quand même. Et donc l'ennemi commun, c'est le capital. Bah alors, on n'a qu'à s'appeler anticapitaliste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir absolument s'appeler populiste et à ce mot qui est un peu merdeux, qui a des casseroles, que brandissent en étendard énormément de gens d'extrême droite et de droite dure et nationale. Beaucoup de gens disent oui, on est populiste et alors on revendique absolument. Même Macron se dit populiste aussi à ses heures. Donc, je veux dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce mot? Moi je ne comprends pas. En plus, si le mot, alors, si vraiment je voulais le sortir de tout enjeu réel et en faire une analyse presque comme ça, ex nihilo, enfin, disons sous cloche, ce mot va pas, il est construit sur peuple. Qu'est-ce que c'est que le peuple? Est-ce que le mot peuple nous importe? Est-ce que c'est un mot opératoire pour nous autres, qui serions de gauche émancipatrice? On va l'appeler comme ça, entre autres mots possibles. Est-ce que le mot peuple, on le prend pour nous ou pas? Est-ce que ce mot peuple, qui est le mot préféré de tous les fascistes depuis toujours, est-ce qu'on le prend aussi pour nous, ce mot qui ne veut rien dire? Parce que je ne sais toujours pas ce que c'est que le peuple. Et je ne vois pas comment il pourrait y avoir une pertinence référentielle à ce terme, autrement que sur la voie identitaire. Oui, alors oui, si on considère qu'il y a un peuple blanc, qu'il y a un peuple gaulois, qu'il y a un peuple français, qu'il y aurait des gènes français, hein, une identité profonde, oui, alors dans ce cas-là, il y a un peuple français, il faut absolument le défendre contre les envahisseurs qui vont impurifier la race. Oui, d'accord, très bien. Ce mot de peuple a un grand caractère opératoire dans cet imaginaire-là. Pour nous autres qui nous sommes échinés à casser les grands blocs qui étaient vers le peuple français, justement, et à diviser les choses, à diviser en deux, à diviser dans le rapport de classe, à diviser en mille, comme autant qu'il y a de lignes de front, par exemple, entre les racisés et ceux qui les oppriment, par exemple, entre le patriarcat et les femmes, par exemple, etc., etc., et exemplairement aussi, peut-être la mère de toutes les luttes, entre donc, le capital et le travail. Et on déglinguerait cet héritage-là, parce que en reconvoquant ce mot fourre-tout, ce mot dont il n'y a rien à faire que de créer des obscurantismes idéologiques dont il n'y a rien à tirer. Donc je m'interroge sur vraiment, moi ce que je vois en fait, de façon contingente, pourquoi est arrivé à gauche, depuis une dizaine d'années, avec effectivement une sorte de climax en 2017, l'idée qu'il pourrait y avoir un populisme de gauche. C'est l'aura de la Chloé-Mouffe, mais pas seulement, c'est pas que ça, c'est pas que des intellectuels, je ne crois pas que les idées soient si conditionnantes parce que Laclos a écrit quelques livres, que d'un seul coup ça aurait comme ça infusé dans le peuple de gauche français. Je pense qu'il y avait une espèce de truc qui commençait à travailler, par exemple, certains dirigeants des Insoumis, peut-être Mélenchon lui-même, même si je l'ai toujours trouvé assez irréprochable sur l'angle que je vais mettre en avant. Il y avait quand même un peu l'idée qu'il fallait aller chercher les électeurs du Front National. Bon, quand même un peu. C'est ça la raison historique de la vogue du terme populisme à gauche et de l'assignation à gauche de ce terme pendant les quelques années qui viennent de s'écouler. Il faut aller parler à tout le monde. Un peu sur le modèle Ruffin, que je partage tout à fait, c'était ce côté, sa grande victoire en tant qu'aux législatives, de retourner un quartier qui avait toujours voté FN, en tout cas depuis 30 ans, il l'avait retourné en sa faveur. Bon. Et sur ce modèle-là, on se disait, tiens, on va aller chercher les électeurs du FN, notamment ceux évidemment des classes populaires, pour les ramener à gauche. Et qu'est-ce qu'on allait faire pour leur parler? On allait leur dire, en fait, tu te trompes d'ennemi, depuis toujours, l'ennemi c'est pas l'arabe, c'est pas tout ça, c'est le capital. Non, c'est pas ça qu'on allait leur dire. On allait commencer un peu à dire que quand même, peut-être effectivement sur la question migratoire, bon, faut pas être dogmatique non plus, quoi. Faudrait voir un peu s'il n'y aurait pas moyen de... Et d'ailleurs, Georges Marchais, souvenez-vous, en son temps, en 78, avait dit qu'effectivement, il faut se méfier de l'immigration, parce que, etc. C'est comme ça que le mot populisme a été réinvesti par la gauche. Alors moi, de cette manière-là, ça ne me va pas du tout. Après, tu parles d'intersectionnalité, ben, je suis d'accord, mais c'est pas ça le populisme, tel qu'il essaie de se faire une place. Donc vraiment, je pense que ce mot n'a aucun sens en soi, et on n'en a pas besoin.
j'allais dire, bilan des opérations, laissons-le tomber. Vraiment, tu veux répondre à ce que je viens de dire, mais tu n'as pas compris que la règle ce soir, c'est que j'ai le dernier mot. Je laisse la parole à quand on va voir avec les compteurs. Ok. Je vais prendre dans l'ordre où elles ont été posées. Débattre avec la droite. Évidemment, on s'est posé la question à Auxerre. Les formes dialoguées, déjà on va développer de plus en plus les formes du débat. Est-ce qu'on débat avec la droite? L'exemple que tu proposes, ce serait entre souverainistes de gauche et souverainistes de droite. Et alors là, pour aller taper du souverainiste de droite, ça nous oblige à aller quand même du côté de l'extrême droite. Hein. Allez, c'est ça. Pas nettement. Ok. Écoute, pour l'instant, on n'a pas une religion très arrêtée sur ça, mais on le sent mal, on le sent moyen, parce que la droite et l'extrême droite bénéficient d'un traitement de faveur dans l'espace médiatique tellement spectaculaire. On n'entend que ça. On est tympanisé par les éditocrates de droite et d'extrême droite. Que tu vois, les Finkielkraut, Zemmour, Ruquier, sa manière même de concevoir, c'est un autre pilote Mélenchon, hein, mais sa manière même de concevoir ses plateaux, les chroniqueurs qui recrutent, en fait, on est tympanisé par les paroles de droite et d'extrême droite. Et donc, évidemment, conformément à ce que j'ai senti dans la sensibilité je suppose que vous êtes abonné. Comment? Abonné à Auxerre, en tout cas, vous avez l'air de. Non, vous piquez des coches. Je rappelle qu'on ne pourra pas s'en sortir et durer si tout le monde pique les cotes de tout le monde. À un moment, c'est Il y a eu le média aussi avec, je ne sais plus qui, il a fini par partir. Non, un mec qui faisait une quota. Voilà. Bon, alors pour l'instant à Auxerre, on s'intéresse surtout à organiser des débats en fait entre la gauche dure et la gauche molle. Parce que, enfin, ce que j'appelle la gauche molle, c'est la gauche qui n'ose pas être anticapitaliste, pas explicitement. Donc c'est quand j'ai fait une rencontre entre Bernard Friot et Thomas Porchet sur est-ce que le capitalisme c'est le problème ou pas. Là j'ai tourné hier un entretien entre Thomas Piketty et Stathis Koulakis sur l'Europe en finir ou la changer. Donc tu vois, à chaque fois je suis sur la gauche dure et la gauche molle. Et je trouve que déjà là j'ai la matière à débattre. Hein. Tu verrais comment ils se mettent sur la gueule, Koulakis et Piketty, ça va. Bon, il y a vraiment beaucoup à discuter. Et en réalité, parce que je pense que la gauche molle, en fait, est une figure de la droite, complètement. Je pense que, voilà, quand on n'est pas anticapitaliste, en fait, on n'est pas à gauche. Pour donner au passage ma définition de la gauche. Le Rojava, merci tant de fois d'avoir évoqué le Rojava, qui est pour moi une lumière dans la nuit. Puisque j'étais dans le chapitre un peu auto-promo sur hors série, je fais du coup auto-promo sur mon prochain spectacle, puisque comme ça a été précisé, je suis metteur en scène, j'écris des textes de théâtre, je les mets en scène, et le prochain spectacle qui s'appelle Saccage, et qui porte sur la politique du saccage qui frappe les enclaves où se déploient des formes de vie alternatives, dont Notre-Dame-des-Landes que j'évoquais tout à l'heure. Ce spectacle évoque aussi copieusement le Rojava et toutes les expérimentations alternatives qui, tôt ou tard, sont confrontées à la question de leur adversaire, qui éventuellement les broie ou pas. Le Rojava résiste. Le Rojava, c'est quand même une lutte armée. Donc voilà, c'est une enclave qui nous fait rêver beaucoup, où les femmes, en effet, sont à un degré d'émancipation qui pourrait nous faire, nous, toutes les femmes ici en Europe, pâlir d'envie, vraiment. Et en même temps, voilà, c'est un endroit où on fait la guerre à Daesh, on est armé, Daesh et puis le gouvernement syrien, le gouvernement turc. Bon, voilà. Est-ce qu'on est prêt aussi? C'est une question que la gauche devra se poser tôt ou tard, hein, à s'armer pour résister. Est-ce que la lutte armée, c'est un mot qu'on a le droit de prononcer? Est-ce que c'est une perspective qu'on pourrait envisager? Est-ce qu'on est capable, nous, les Français, qui avons un rapport aux armes ultra inhibé et phobie? Moi-même, quand je pose la question, c'est pas pour dire allez-y, vraiment j'en sais rien. Les enclaves qui persistent sont des enclaves armées. Alors il y a le Chiapas aussi, mais pareil, hein, c'est une lutte armée. Alors, que répondre à l'écrasement de notre économie par l'impérialisme américain ou chinois? Parce que si c'est pas les Américains, c'est les Chinois. Répondre peut-être que la nationalité du capital, on s'en fout. En fait, on est toujours écrasé par le capital. C'est-à-dire que là, actuellement, on est opprimé par le capital allemand, français, voilà. En ce moment, la nation qui nous opprime, enfin, c'est l'Union européenne et ses classes capitalistes. Bon, si l'Union européenne s'effondrait, on serait opprimé par le capital américain ou chinois, ben on s'en fout, en fait, c'est toujours un problème de capital. Donc la nationalité, l'étiquette du capital, on s'en fout. Le résultat est toujours le même pour le travailleur, ou le consommateur, ou le citoyen. Donc
voilà, moi je dirais, l'oppression elle est déjà là, quoi. Et la prédation elle est déjà là, la destruction de nos formes de vie elle est déjà là. Et c'est un problème de capital, pas de nationalité du capital. La question c'est comment se débarrasser d'un capitalisme pour juste se faire écraser par un autre. Eh bien parce que c'est pour ça qu'on répond, nous les anticapitalistes, c'est du capitalisme qu'il faut se débarrasser. Et je suis désolée, mais on n'ouvre pas nos frontières à la circulation des capitaux. Donc si on veut ne pas se faire écraser par un capitalisme, il faut réenvisager le protectionnisme en matière de circulation des marchandises et des capitaux. Voilà. Et les défenses armées en l'occurrence, puisque... Ah ben voilà. Toujours à un moment, quand on avance sur la pensée de l'alternative, on se pose la question de la résistance armée. C'est évident, c'est évident. D'ailleurs, la commune de Paris, elle a fini écrasée dans un bain de sang parce que les Versaillais, parce qu'on appelle les Versaillais, sont venus écraser cette expérimentation. Donc, bien sûr, quand on pense l'alternative, étant donné l'adversaire qu'on a en face, globalisé, mondial, extrêmement puissant, on est obligé de penser le degré de résistance jusqu'où on est prêt à aller, y compris la question de la résistance par une lutte armée. Je suis désolée, ça fait partie des questions qu'on doit se poser. Paraître sérieux, il faudrait qu'on paraisse sérieux. Et bien, je rejoins tout à fait dans ton combat. Moi, depuis que je suis invitée sur les plateaux de télé, j'ai toujours mis un point d'honneur à faire entendre que la gauche anticapitaliste, c'est une gauche qui est réaliste et qui est rationnelle. Parce que très vite, j'ai vu que sur les plateaux de télé, par exemple chez KDI, époque Ce soir ou jamais, on ramenait mes positions à des positions affectives. Sans doute du fait de ma condition de femme, évidemment, je n'ai pas de cerveau, mais un cœur, un idée plus, tout ça. Mais par ailleurs, cette position anticapitaliste, on nous fait toujours croire qu'on a le cœur sur la main, c'est par fraternité avec tous nos semblables, l'humanité réconciliée, mais qu'en fait, l'économie ça marche pas comme ça, vous n'êtes pas réaliste, vous n'êtes pas rationnel. En fait, c'est le libéralisme, le néolibéralisme qui est totalement irrationnel, qui est en train de flinguer la planète dont il a besoin pour prospérer. Donc il y a une irrationalité majeure dans le modèle néolibéral et dans le principe capitaliste. Et donc, nous, à gauche, dans la gauche radicale, on doit faire entendre que, bien sûr, on est réaliste, on est rationnel. Alors ensuite, attendre des économistes de la gauche radicale qui te produisent un contenu programmatique pour demain matin, ce sera pas prêt. Mais globalement, c'est la tendance. Ce qui est travaillé en ce moment chez les économistes de gauche, quand même, c'est de rendre un petit peu plus précis, détailler les programmes d'émancipation et de sortie du capitalisme. Mais ça prend beaucoup de temps de produire ce genre de travail. Tu nous dis, moi je suis arabe et j'ai jamais été victime d'un contrôle au faciès. Alors, je te remercie. À cause de mon statut de petit bourgeois. De policier, tu es policier. Tu sais, François t'a répondu un peu du tac au tac et t'as pas été arabe en gros. Et alors, ça me donne l'occasion de préciser ce que c'est que le racisme est un rapport social. Ça n'a rien à voir avec des identités. C'est pas un tel est arabe, un tel est juif, un tel est noir, et du coup il est victime de... Non. Il ne devient noir, celui qui est noir, que le jour où il est victime d'une discrimination raciste. C'est pas son identité qui détermine le racisme. C'est le fait qu'à un moment, il est perçu comme racisé par quelqu'un qui prend prétexte de son apparence, sa supposée religion, etc., et qui le persécute sur la base de cette apparence ou de sa supposée confession, etc. Donc, en fait, oui, pour l'instant, tu n'as pas été victime de ce type de discrimination parce que tu n'as pas été perçu comme. Et donc, tu n'as pas été traité comme. C'est ça le racisme. C'est jamais des questions d'identité. C'est des questions, c'est un rapport social sur la perception. Moi, ce que je voulais noter, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas, pour fédérer éventuellement, de trouver un point commun entre les racisés, qui sont aussi des prolétaires. Bien sûr. Et les blancs, entre guillemets, si je parle, c'est selon quelle valorisation, mais on est bien obligé de parler c'est-à-dire insister sur leurs conditions sociales, leur position de classe. C'est sur ce point-là que moi j'ai insisté. Mais après. Mais bien sûr, mais dans le mouvement de l'antiracisme politique, ils sont tout à fait prêts. D'abord, souvent leur matrice politique, elle est anticapitaliste aussi. Hein, donc, ils se perçoivent très bien eux-mêmes comme une condition exploitée, une condition dominée, des sous-chiens, comme disait Ouria Boutelja. La formule est extrêmement percutante, mais elle dit quelque chose de la réalité de leur vécu. Hein.
Donc, ils se perçoivent eux-mêmes comme une classe évidemment dominée et exploitée, et ils sont parfaitement au fait du logiciel marxiste qu'on mobilise. Ils savent très bien qu'on pourrait s'assembler, sauf qu'ils disent qu'il y a une condition préalable. D'accord. Reconnaissez que vous bénéficiez du privilège blanc. Jusqu'à présent, toutes les associations qui ont été tentées, toutes les fois où la gauche est venue vers les racisés, vers les non-blancs, en leur disant « Venez à nous, on va faire corps avec vous, on va faire un projet de société ensemble ». En fait, on les a avalés. Je dis on, pour le coup, j'étais pas dans ce mouvement-là, mais par exemple, SOS Racisme est une structure qui a été conçue pour anesthésier, neutraliser l'organisation antiraciste autonome qui était en train de prendre forme. Le PS leur a dit venez avec nous, votez pour nous, ça va être hyper cool. Et en fait, les questions de discrimination raciste ont été complètement évacuées. En fait, on voulait juste un électorat disponible et on n'a pas du tout priorisé la question des violences policières, des mauvais traitements dans les quartiers. Donc en fait, leurs questions, les questions qu'ils portaient, les non-blancs, n'ont pas été entendues. Donc maintenant, évidemment, ils sont méfiants. Et par exemple, il y a un mot qui ne supporte pas, c'est la gauche. Pour eux, la gauche, c'est leur ennemi. Non mais tu vois, le malentendu qu'il faut qu'on règle. La gauche, c'est leur ennemi, parce que c'est cette gauche-là qui leur a tendu la main, soi-disant, avec SOS Racisme, et en fait, qui les a neutralisés, annihilés, oubliés. Donc ils ne veulent plus être dupes. Moi, je les comprends. Donc là, maintenant, il y a un geste à faire pour dire, ok, en fait, vos luttes, on les entend, on les comprend, on prête nos forces. Nous aussi, on va faire des rassemblements et des manifs avec vous en banlieue. Quand il y a une victime de violence policière en banlieue, c'est à la gauche blanche de se déplacer, d'aller faire la manif en disant oui, c'est grave ce qui vous arrive, les violences policières. Là, le problème, c'est que les violences policières, en gros, il y a une immense majorité de gens qui ont découvert que ça existait là, depuis novembre dernier, à cause du mouvement des Gilets jaunes. Que tout à coup, voir un flic qui sort sa matraque ou sa gazeuse alors qu'on n'a rien fait, on est là, mais c'est scandaleux, cette police est devenue folle, cette police c'est celle qui frappe et viole les racisés depuis des décennies dans les quartiers. Donc on a un gros rattrapage à faire, amende honorable à faire, et c'est important, sachant que eux, sur le logiciel marxiste, ils sont prêts. C'est à la gauche blanche de faire un geste, d'entendre vraiment la gravité du problème du racisme. Racisme d'État en France, racisme structurel. Et ben non, je les ai toutes faites. Abonnez-vous à Hors Série, arrêtez de jouer les